Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Hélène Rouet, ma consoeur du JDD, et Jean-Claude Dacier, mon grand confrère, mentor. Maître à penser. Maître à penser. Mais qui arrive-t-il ce soir? Maître Yoda, enfin tout quoi. Je voudrais quand même qu'on réécoute cette personne de, j'ai perdu mes fiches, mais cette personne de l'administration pénitentiaire, Justine Gerbeau, sur la permission de sortie qui a été accordée à Walid Ben Faïza, qui doit donc théoriquement, d'ici une demi-heure, revenir à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Le juge d'application des peines qui préside cette instance pluridisciplinaire est tout à fait souverain et prend l'ensemble des éléments du dossier qui sont portés à sa connaissance pour prendre sa décision. Le personnel pénitentiaire qui est présent à cette instance n'est que consulter, émet un avis, là en l'occurrence qui a été défavorable, voilà, au regard des éléments pénitentiaires, au regard des éléments qui ont motivé aussi son affectation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Mais effectivement, l'avis de l'administration pénitentiaire ne lie pas le magistrat. L'avis de l'administration pénitentiaire, Jean-Claude Dacier, ne compte pas. C'est le juge d'application des peines qui décide. Et donc on peut envoyer à 700 km un détenu qui est libérable en 2029, qui a commis de graves méfaits puisque c'est un narcotrafiquant et il est emprisonné. C'est pas un enfant de cœur, oui. Et il a commis une évasion en 2014. Déjà, oui. Il a été 3 semaines en cavale. C'est pour ça que c'est une affaire qui me semble, moi, très bizarre. Aller chercher un job à Lyon, ça fait combien de kilomètres? 700 kilomètres. Bon, il faut du courage, aller-retour. J'espère qu'il va rentrer. Il va en TGV, il va pas à la nage non plus, hein. Il y va en TGV ou en voiture? Non, on sait pas trop. En TGV. Bon, alors donc, sauf si la SNCF nous fait un mauvais coup, il sera de retour à la prison ce soir. Maintenant, bon, encore une fois, moi je suis comme tous les Français. Je peux difficilement comprendre une telle décision et admettre donc les conséquences d'une telle décision. Je veux pas de mal. S'il a décidé de s'amender, de renoncer à la drogue, à son trafic, et de faire... Vous croyez à un acte de contrition totale d'un narcotrafiquant détenu à Vendin-le-Vieil? Non, parce qu'on gagne beaucoup d'argent quand on fait son job, son boulot, si j'ose dire, et en revanche... quelle est sa capacité à trouver un autre métier qui soit aussi bien payé? Je ne crois pas à toute cette histoire, mais en même temps, j'imagine que le juge d'application des peines, qui fait de la gestion carcérale, lui, il a le contact avec les prévenus, il ne peut pas avoir fait n'importe quoi. Donc, je suis comme tous les Français, je suis contre. Sans très bien savoir, je pense qu'il faudra effectivement que monsieur le garde des Sceaux nous fasse une réforme, là encore, une réforme un peu de ce règlement, qui me paraît un peu léger. Juste pour rebondir effectivement sur votre dernière phrase, pardon, je fais le lien avec un autre sujet, mais quand on regarde le rapport qui a été fait sur les défaillances juridiques dans l'histoire de la mort d'Elias, les juges, ce ne serait pas la première fois qu'ils font des erreurs. Non. Et alors là, dans ce cas précis, moi, effectivement, a priori, il devrait rentrer. Donc l'évasion, effectivement, non, mais ce n'était pas le seul risque, parce qu'il faut quand même rappeler que cette personne, ni surveillée, ni protégée de toute la journée. C'est une de ses connaissances qui est venue le chercher ce matin et qui va le ramener ce soir. Vous vous rendez compte du nombre de conversations qu'il a pu avoir avec justement cette personne qui fait partie de son entourage, dans le train, dans les potentiels taxis, etc. Là, ils ont pu parler toute la journée. Donc, est-ce qu'ils ont parlé de sa vie en prison? Est-ce qu'ils ont parlé d'un potentiel, on ne sait rien, d'un potentiel peut-être méfait qui pourrait être fait ailleurs, etc. Sans surveillance, sans protection. Je trouve en tout cas que le risque effectivement que le juge d'application des peines et la cour d'appel ont pris est un risque absolument démentiel. Et vous l'avez dit, comment on explique ça aux familles de victimes? Comment on explique ça aux familles de victimes aujourd'hui du narcotrafic? Comment on explique ça à la maman aujourd'hui de Mehdi Kessassi, aux frères de Mehdi Kessassi? Comment c'est possible? Il devait être libéré en 2029. Comment c'est possible? C'est pas demain la veille quand même. 2029. Et par ailleurs, il a 52 ans. Je suis pas persuadée que le marché du travail, dans tous les cas, pour aujourd'hui, les Français de 52 ans, soit vraiment au beau fixe. Attendez, mais... vous m'avez bien regardé, là. Mais ça va, oui. Et moi, par ailleurs, que devrais-je dire? Non, mais la petite, là... Non, mais c'est vrai, que c'est fou. Mais non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est fou qu'aujourd'hui, il y ait une opportunité pareille. Il y a quelque chose qu'on ignore dans cette donne. affaire, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. On n'était pas au contact de ce monsieur. Pour qu'il ait impressionné à ce point le juge d'application des peines, en plus il y a eu un appel qui lui a donné raison, qui a donné tort au directeur de la prison. Il y a quelque chose qu'on nous a caché ou qu'on ne sait pas, j'en sais rien. J'espère en tout cas qu'il va revenir ce soir comme prévu.
Sinon, le juge d'application des peines, il va falloir qu'il aille... Et même s'il revient, planter les radis. on ne sait pas quelle influence il aura pu avoir dans la journée. L'analyse politique, en tout cas, de la situation, ce qu'on peut dire maintenant, on a très bien compris en sous-texte, même s'il n'a pas le droit de le dire, le tweet de Gérald Darmanin sur le sujet. On a quand même compris que lui avait l'air d'être très opposé à ça. Le directeur de la prison, d'ailleurs, il a insisté là-dessus, l'était. Ce qu'on peut noter, effectivement, dans ce tweet, c'est qu'a priori, il devrait y avoir un texte de loi qui va arriver début 2026. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est potentiellement positif si c'est un pour texte revoir de loi, un il va falloir cadre. débattre dans un Parlement qui est un peu chahuté en ce moment, Hélène Rouet. Surtout qu'en plus, même si ça finit par passer, il y a le Conseil constitutionnel qui arrive derrière. Donc effectivement, on n'est pas au bout de nos peines. C'est dingue de dire ça. Hein. Non, mais on n'est même pas capable de voter un budget. Parce non, mais Hélène a raison. Il y a le Conseil constitutionnel derrière qui, à tout moment, même peut si dire, ça marche, même si c'est voté, il va encore y avoir. Si ça n'est pas du goût des hautes autorités, c'est le cas de le dire, du coup, alors qu'on devrait juger uniquement en droit, on est d'accord. Et donc on aurait encore quasiment un peu plus d'un an avant de voter convenablement, à moins que je n'ai rien compris au comportement des députés de l'Assemblée nationale et qu'ils soient prêts néanmoins à voter un certain nombre de textes de loi qui leur conviennent. C'est compliqué quand même, franchement.